Bonsoir, bienvenue sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. L'émotion est grande aux États-Unis après la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur à Benghazi. Barack Obama condamne fermement ce soir cette attaque, mais exclut de rompre les liens avec la Libye. À l'origine des violences, un film décrivant l'islam comme un cancer. La vidéo a aussi mis le feu aux poudres en Égypte. Manifestation également en Tunisie, devant l'ambassade américaine. Analyse dans ce journal de Jean-Paul Chaniolo. L'Europe salue le feu vert de la Cour constitutionnelle allemande. Pour l'Italien Monti, c'est une excellente nouvelle. Paris évoque aussi une très bonne nouvelle pour tous. Et les marchés suivent. Net rebond ce soir sur les places financières. Après cette décision qui ouvre la voie au mécanisme européen de stabilité, notre invité politique sur ce sujet et d'autres, l'ancien ministre et candidat à la présidence de l'UMP, Bruno Le Maire, dans un instant. À gauche, on le décrit comme l'homme qui tombe à pic à la tête du Parti socialiste, loyal, fidèle, voire docile. Harlem Désir se dit fier et honoré d'avoir été choisi. La droite dénonce le retour des apparatchiks, mais au-delà des réactions, quel sera le rôle du parti majoritaire et sa marge de manœuvre? S'il y en a une, bien sûr, c'est le débat d'éditorialistes du mercredi soir. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault entourés des futurs numéro 1 et numéro 2 du Parti socialiste. La photo cherche à faire oublier les critiques contre le processus de désignation. C'était cet après-midi, lors du Conseil national du PS à la Mutualité. Le Premier ministre et la première secrétaire du parti ont tenu d'ailleurs le même discours du rassemblement en compagnie d'Harlem Désir, le nouveau chef d'équipe, et de son bras droit, Guillaume Bachelet. On voit tout cela avec Joachim Robb. Une arrivée groupée et symbolique. Harlem Désir accompagné, adoubé par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. C'est le candidat du rassemblement. Aujourd'hui, c'est le message de l'unité et du rassemblement que nous voulons présenter aux Français. Candidat du rassemblement, candidat surtout de François Hollande. Le chef de l'État, sans prendre parti officiellement, avait une préférence pour le député européen. Un choix validé par le président du Sénat. Je suis satisfait de voir que les socialistes s'organisent, se mettent à l'ordre de bataille et le font de la meilleure des façons, c'est-à-dire d'abord en toute sérénité. Rare voix discordante, Gaëtan Gors, porteur d'une motion concurrente, dénonce des tractations en coulisses et le retour des apparatchiks. Pourquoi est-ce qu'on a attendu un premier secrétaire longtemps? C'est pas parce que finalement il y avait une vraie hésitation entre Harlem Désir et Jean-Christophe Cambadélis, c'est que des écuries et des clans sont en train de se reconstituer, qui essaient de se partager le pouvoir dans le Parti socialiste. Une critique balayée par Martine Aubry. D'habitude, ça se passe à 4 ou 5, dans un bureau un peu noir, la veille du congrès. Là, au contraire, tout le monde a pu donner son avis. À sa sortie du Conseil national, le probable futur premier secrétaire lance un message aux militants socialistes. Je vais aller à leur rencontre dans tous les départements, dans toutes nos fédérations, pour débattre avec eux, pour faire en sorte que nous ayons un parti socialiste qui soit fort, qui soit mobilisé, qui soit pleinement à la hauteur des tâches qui sont les nôtres dans ce moment historique pour notre pays. L'élection d'Harlem Désir ne devrait plus être qu'une formalité entérinée par les militants les 11 et 18 octobre prochains. Et j'ajoute qu'autour d'Harlem Désir et de son numéro 2, Guillaume Bachelet, on retrouve au sein de l'équipe dirigeante les représentants de différentes sensibilités, avec notamment Karine Berger, c'est une proche de Pierre Moscovici qui sera en charge de l'économie, ou encore Olivier Faure, un fidèle Hollandais qui devrait décrocher un poste de porte-parole. Et le successeur de Martine Aubry, qui devrait prendre la tête du Parti socialiste lors de son congrès d'octobre, est donc Harlem Désir. À 52 ans, il se présente comme l'homme de la continuité pour assurer la relève. Son portrait est signé Paul Bouffard. Le lieutenant Désir devient commandant en chef. Bouc finement taillé, petites lunettes bien ajustées. À 52 ans, ce militant de longue date succède à Martine Aubry. Sa course politique débute en 1984. Harlem Désir fonde SOS Racisme. Avec sa coupe afro, il en devient le président, icône antiraciste très médiatique. Dès 1994, l'homme range ses badges à la main jaune et se lance à la conquête du Parti socialiste. Il devient membre du Conseil national, le Parlement du PS. En 2008, il est nommé par Martine Aubry secrétaire national à la coordination. Pendant la primaire socialiste, il assure l'intérim, une période qui aurait pu lui coûter le poste de numéro 1. L'homme devait soutenir Martine Aubry pendant la campagne, mais il préfère se placer aux côtés de François Hollande. La maire de Lille lui en a voulu.
Certains au parti lui reprochent souvent son manque de charisme et des affaires de justice. En 1998, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour des salaires fictifs dans une association lilloise de 1986 à 1987. Depuis 1999, Harlem Désir est aussi député européen, parlement où il mène des travaux sur le commerce international et le dossier de la mondialisation. Elle a attiré toutes les caméras et tous les micros. Ségolène Royal a fait sa rentrée politique aujourd'hui à l'Élysée, invitée avec l'ensemble des présidents de région. La présidente de la région Poitou-Charentes a dit tout son plaisir d'être là 3 mois après sa défaite aux élections législatives. Sur le fond, autour de François Hollande, il était question aujourd'hui de rechercher un nouvel équilibre entre l'État et les collectivités locales pour un premier acte de décentralisation. Les détails avec Nathalie Guilloire. Entente cordiale entre le président, le Premier ministre et l'ensemble des présidents de région, tous socialistes sauf un. Des engagements ont été pris pour un nouvel acte de décentralisation. C'est un acte politique très important qui vient de se produire. Il préfigure l'ambition du président de la République de renforcer la décentralisation. 2h30 de discussion, résultat une innovation de taille. Les régions présideront le comité national d'orientation de la Banque publique d'investissement et seront membres de son conseil d'administration. Un point positif même pour le seul président de droite, Philippe Richer. Le fait que les régions soient clairement désignées comme étant les pilotes, chefs de file d'un certain nombre de ces politiques, eh bien c'est un changement assez considérable. La future banque publique d'investissement aura une capacité d'intervention de plus de 30 milliards d'euros. Un véritable coup de pouce qui donne le sourire à tous les présidents de région, dont Ségolène Royal. Nous avons absolument besoin, c'était urgent, de cet outil public d'investissement qui, aux côtés des régions, va permettre de faire de notre pays un pays des entrepreneurs. Les régions s'impliqueront également dans la promotion des emplois d'avenir et des contrats de génération. Le oui de la Cour constitutionnelle allemande a soulagé les marchés financiers et les dirigeants européens. Rome et Paris saluent d'ailleurs une excellente nouvelle ce soir. Les sages allemands ont donc validé le mécanisme de sauvetage de la zone euro, un acte décisif pour permettre le déblocage du fonds de secours européen. C'est une sorte de pare-feu de 700 milliards d'euros pour empêcher la crise de la dette. On en parle tout de suite avec l'invité du 22h. Notre invité politique, il est candidat à la présidence de l'UMP, ancien ministre et député de l'Eure, Bruno Le Maire. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. La Cour constitutionnelle allemande a donné son feu vert au mécanisme de sauvetage de l'euro. Est-ce que c'est une avancée importante pour l'Europe ? Ce n'est pas une avancée, parce que ça ne fait que confirmer les mécanismes qui sont mis en place, mais c'est une excellente nouvelle, parce que ça va permettre de débloquer les aides, de mettre en place le mécanisme européen de soutien financier, et donc de préserver l'unité de la zone euro. L'euro, c'est notre patrimoine commun, c'est une vraie protection pour les Français, pour leur pouvoir d'achat, pour leur capacité à acheter de l'essence à un tarif qui ne soit pas prohibitif. Nous avons besoin de l'euro. Grâce à la décision constitutionnelle de Karlsruhe, on a la garantie que l'euro n'éclatera pas dans les mois qui viennent. Et alors, quelle est la prochaine étape? Est-ce que c'est plus d'intégration politique, monétaire, économique, et c'est la supervision bancaire aussi? La prochaine étape, c'est de fixer un cap politique à l'Union européenne. L'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne fonctionne pas bien, ne fait pas les bons choix, ne permet pas de défendre nos emplois, de défendre nos industries, d'ouvrir des perspectives en termes de pouvoir d'achat pour tous les Français, pour tous les citoyens européens. Donc maintenant, il faut fixer un cap. Et c'est ce que j'attends de M. Hollande, de savoir quelle est sa vision européenne. Moi, je propose à la fois que nous changions de direction, c'est-à-dire qu'on ait une Europe qui défende plus ses intérêts, qui soit plus collective, qui soit plus solidaire, et qu'en même temps, nous allions vers cette intégration, ce gouvernement économique européen, cette convergence fiscale et cette harmonisation sociale qui sont indispensables désormais. C'est assez rare pour le souligner. Depuis quelques semaines, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Il y a eu les annonces de Mario Draghi, il y a eu cette annonce, cette décision de la Cour constitutionnelle. Est-ce que les dirigeants politiques, allemands et français, sont aussi au rendez-vous? Moi, je trouve que les choses bougent un peu dans la bonne direction. Vous aviez appelé François Hollande, justement. C'est totalement insuffisant. Totalement insuffisant. Il faut qu'on ait ce gouvernement économique, il faut qu'on ait des choix économiques collectifs à 17, qu'on n'ait pas une monnaie commune, et puis 17 politiques économiques différentes. Il faut qu'on ait une harmonisation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Aujourd'hui, vous avez en Allemagne des milliers et des milliers de salariés polonais qui sont embauchés dans des abattoirs, dans des industries, à un tarif de 5, 6 ou 7 euros de l'heure.
Pendant qu'en France, même si nous faisons les meilleurs efforts de compétitivité possibles, nous resterons à des tarifs proches du double. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut une harmonisation sociale. Vous ne pouvez pas avoir un impôt sur les sociétés qui est de 0% dans certains États membres de la zone euro et de 33% ailleurs. Il faut de la convergence fiscale. Vous ne pouvez pas avoir un État qui fait le choix de la compétitivité, qui est l'Allemagne, et puis tous les autres qui sont à la traîne derrière. Il faut une politique économique commune. Vous avez entendu que François Hollande a souvent parlé ces derniers temps de compétitivité. C'est souvent oui, mais François Hollande est incapable de fixer un cap européen. Je n'ai pas vu une seule idée européenne forte. Pourtant, les vents sont favorables aujourd'hui dans la zone euro. On a l'impression que c'est moins pire qu'avant. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Quand ça va mal, mais malheureusement, ces décisions ne viennent pas de M. Hollande. Elles viennent d'Allemagne, elles viennent de M. Draghi et de la Banque Centrale Européenne, elles viennent d'Italie. Et la France, elle est où? La France est muette et absente sur la scène européenne. Et je le regrette profondément. Si on veut que l'Europe aille dans la bonne direction, il faut que la France pèse de tout son poids pour faire des propositions et qu'elle fasse une proposition, pas sur un point ou sur un autre, mais sur une vision globale de ce que sera l'Europe. Ça a à voir avec l'Europe. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan d'action en faveur des agriculteurs. Vous avez été ministre de l'Agriculture. Ce plan, il vise à limiter l'envolée des prix des matières premières. On va voir justement les deux grands axes de ce plan. Il y a l'échelonnement des cotisations sociales et l'accompagnement bancaire individuel pour les éleveurs. Est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est un soutien qu'on apporte de manière très classique aux agriculteurs depuis des années et des années. Très bien, si ça peut soulager les trésoreries des éleveurs, qui sont évidemment très menacés par l'augmentation du prix des céréales, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'alimentation du bétail. Mais rien de nouveau sous le soleil. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est des mesures pour aider à la compétitivité des agriculteurs, pour leur permettre d'avoir un coût du travail beaucoup plus bas. C'est indispensable, notamment pour les producteurs de fruits et légumes, pour aider les installations agricoles à se regrouper. Et tout cela n'a pas été fait aujourd'hui, pour permettre de simplifier les normes qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs. On parle de ce plan de soutien, on oublie les décisions qui ont été prises au début du quinquennat pour complexifier encore la vie des agriculteurs. Prenez un exemple un peu technique, les retenues collinaires, qui permettent de stocker l'eau en hiver et de les utiliser en été. J'avais, avec Nicolas Sarkozy, simplifié la procédure de réalisation de ces retenues. Eh bien, cette simplification a été supprimée. Vous êtes sévère sur l'Europe, vous êtes sévère sur l'agriculture. Je suis sévère parce que, une fois encore, sur l'Europe comme sur l'agriculture, ce qui fait défaut, c'est un cap. C'est savoir où on va. Là, c'est encore des petites mesures conjoncturelles. Bruno Le Maire, la droite est dispersée sur les emplois d'avenir. Est-ce que vous voterez ce dispositif? Vous allez m'accuser d'être vraiment très sévère ce soir. Mais non, je ne voterai pas ce dispositif. Vous savez que beaucoup à droite le votent. Jean-Pierre Raffarin, entre autres, qui l'a dit sur notre antenne. Non, je ne voterai pas ce dispositif. Pourquoi? Je ne dis pas que ça ne va pas aider temporairement, pour quelques mois, un certain nombre de jeunes. Et tant mieux si ça peut aider un certain nombre de jeunes à s'en sortir. Mais moi, je pense qu'il faut sortir des politiques qui vendent des illusions aux Français. Et qu'il est temps de leur dire la vérité. La vérité, c'est que notre économie n'est pas suffisamment compétitive. La vérité, c'est que nous ne formons pas bien nos jeunes. Et que c'est pour ça qu'ils sont au chômage. Parce que si vous ne développez pas, par exemple, la formation en alternance, les liens entre l'éducation et les entreprises et le monde professionnel, vous n'arriverez pas à réduire le chômage des jeunes. La vérité, c'est que notre droit du travail est infiniment trop rigide pour permettre aux jeunes d'entrer normalement, simplement dans la vie active. Alors ils enchaînent les CDD, ils enchaînent les missions d'intérim. Donc les emplois d'avenir sont contre-productifs quelque part. Les emplois d'avenir, c'est quoi? Parlons franchement. C'est des emplois payés par le contribuable. Vous pensez vraiment qu'en période d'endettement public massif, nous avons de quoi prendre dans la poche des contribuables pour payer des emplois? 150 000 jeunes qui peuvent en bénéficier? Mais que ça aide, une fois encore, quelques jeunes, temporairement, je le sais. Et je dis tant mieux si ça permet à quelques jeunes de sortir de la galère. Mais pourquoi je ne le voterai pas? Parce que la direction n'est pas la bonne, parce que le cap n'est pas le bon, parce qu'on fait croire encore une fois aux Français que l'État peut payer les emplois. Ce sont les entreprises qui créeront les emplois, les PME, les artisans, les commerçants. L'État n'a plus les moyens. Il ne reste plus que quelques jours pour que vous trouviez vos parrainages. Je crois qu'il reste 6 jours. Vous avez environ 4000 parrainages. Il vous en reste 4000. À combien estimez-vous vos chances d'y arriver? Il reste 3500 parrainages à trouver. Même s'il y avait qu'une chance sur 1000. Cette chance-là, je la jouerai. Aujourd'hui, j'ai près de 400 parrainages qui arrivent par jour dans ma permanence. Et le rythme peut augmenter. Ça veut dire qu'il y a un vrai soutien. Et je vais vous dire, soit j'arrive à obtenir ces parrainages et je suis candidat, soit je serai tout près de cette limite des 8000 signatures. Ça voudra dire que cette candidature de renouveau
le renouveau de la pratique politique, le renouveau du discours aussi pour dire enfin la vérité aux Français sur la situation, elle a un soutien massif. Est-ce que je pourrais rajouter un soit? Soit vous pourriez peut-être en dernier recours accepter une association, un ticket, ce qu'on appelle un ticket générationnel entre vous, Xavier Bertrand et Nathalie Kosciusko-Morizet. Écoutez, je vais le dire encore plus clairement que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Je ne ferai pas de ticket générationnel. Pourquoi? Parce que vous voulez être numéro 1 ou rien? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Le sujet peut être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 pour une candidature qui de toute façon ne permettra pas de devenir président de l'UMP. C'est que ma candidature a un sens qui est celui du renouveau, qui est de dire la vérité aux gens, d'avoir du renouveau dans la pratique politique, du renouveau pour interdire le cumul des mandats, pour limiter le nombre de mandats nationaux, pour dire on va faire de la politique d'une manière un petit peu différente parce que les Français en ont ras-le-bol de la façon dont on fait la politique. Quand on voit ce qui passe aujourd'hui au Parti socialiste, où c'est le retour des apparatchiks. Le retour des apparatchiks. Voilà ce que c'est. Des négociations de couloir et des tractations d'arrière-scène où les militants n'ont même pas leur place et ils viennent simplement valider le choix qui a été fait par les apparatchiks. Franchement, ce n'est pas une bonne image de la démocratie. Un peu bien de finesse peut-être dans ce monde politique avec votre livre Musique absolue, une répétition avec Carlos Kleiber, grand chef d'orchestre. C'est vraiment, on rentre dans la musique avec ce livre. On va écouter un extrait d'abord. Je vous voyais ému. Ah oui, oui, bien sûr. Ça doit être la 150e fois que je le vois et je pense que je le regarderai encore 200 fois et je serai toujours aussi ému. C'est un grand, c'est pour ça qu'il faut lire votre livre. Mais c'est un roman aussi où il est question bien sûr de musique, il est question de politique. Vous confrontez ces deux univers, est-ce qu'il y a un point commun? Il y a un point commun qui est un des éléments du titre, c'est la répétition. C'est-à-dire que pour arriver à quelque chose de correct en musique, il faut répéter et répéter beaucoup. Et en politique aussi, c'est un art de répétition. Répéter. Vous savez ce que disait François Mitterrand? Toutes les symphonies sont inachevées. Il n'y a pas de perfection, on répète, on répète. On répète sans cesse, et en politique, il n'y a pas de perfection non plus. On répète jusqu'à se trouver une formule juste et jusqu'à trouver un cap qui soit juste pour son pays. Alors, bonne répétition. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'avoir été notre invité. Et voilà pour cet entretien enregistré juste avant ce journal. La suite du 22h, restez avec nous sur Public Sénat. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'attaque qui a fait 4 morts, dont l'ambassadeur américain Benghazi en Libye, avec l'analyste Jean-Paul Chagnolot. Mais d'abord, c'est l'heure du décryptage économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Nous allons parler ensemble ce soir de l'inflation qui est repartie à la hausse. Faut-il s'en inquiéter Jean-Louis? Est-ce que c'est parti pour durer? Non. Il faut voir la question de l'inflation de deux angles. D'abord, il y a l'angle de l'économiste, le macroéconomiste, qui se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on est dans un dérapage, est-ce qu'on est dans un phénomène cumulatif, est-ce qu'il y a, à travers l'indice du mois d'août qui est sorti ce matin par l'INSEE, une amorce d'un changement de tendance? Et la question est non. Et comment peut-on répondre non? Généralement, on retire dans l'indice des phénomènes extérieurs. Par exemple, la question de l'énergie. Effectivement, il y a un facteur extérieur au mouvement inflationniste qui s'appelle le pétrole. Et quand on en retire le phénomène énergie, gaz, pétrole, carburant, l'inflation n'est pas de 2,1%, mais de 1,3%. Et on reste dans la tendance séculaire, enfin dans la tendance des derniers mois. Donc il n'y a pas véritablement un mouvement d'accélération derrière ce chiffre de 2,1%. Mais ça, un consommateur dira, moi, c'est complètement égal, vous retirez le pétrole, mais moi, le pétrole, je le consomme, je l'achète, et il représente 8% de mes dépenses, donc c'est quelque chose, le carburant, donc c'est quelque chose d'important. Et effectivement, pour lui, c'est un véritable problème. Donc pour l'économiste, ce n'en est pas un, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de mouvement cumulatif. Pour le consommateur, ça peut en être un. Alors, quelles conséquences, ou alors qui pourrait en tirer profit, si on peut dire, Jean-Louis? Le premier bénéficiaire du phénomène d'une mini-inflation, mini-hausse des prix, c'est d'abord l'État. Vous savez, l'État emprunte aujourd'hui à 2%, quelque chose comme ça, et l'inflation est autour de 2%. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui dévalorise la dette de manière extraordinaire. Ensuite, il en bénéficie tout simplement parce qu'il va utiliser l'inflation. Vous avez vu que nous savons maintenant, avec la préparation du budget 2013, qu'on va geler les tranches du barème de l'impôt. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a un petit peu d'inflation, bien entendu, les salaires suivent un tout petit peu, les revenus suivent un petit peu, de l'ordre de 2%, mais comme le barème de l'impôt est gelé, l'État va récupérer la différence.
En 2012, c'est-à-dire c'est une décision qu'avait prise le gouvernement Sarkozy, l'État a gagné grâce à ça 1,7 milliard. Et l'année prochaine, il va gagner 3 milliards grâce à ça. Et les grands perdants dans cette histoire, ça va être évidemment les fonctionnaires. Parce que non seulement on gèle le barème, mais en plus on gèle le point d'indice. Donc ils perdent sur le salaire et ils perdent au point de vue fiscal. Et en tout, ça va faire à peu près 6 milliards pour l'État, ce qui est absolument considérable. Et puis évidemment, comme les prélèvements augmentent, avec un peu d'inflation, le pouvoir d'achat, et on le voit depuis plusieurs années, il est grignoté progressivement, même s'il n'y a pas ce mouvement inflationniste que l'on pourrait craindre. Jean-Louis, un mot sur une autre actualité économique ce soir qui concerne le groupe EADS. Oui, alors la journée, vous en avez parlé juste à l'instant avec M. Le Maire, la journée pour l'Europe a été extraordinaire. 1, Karlsruhe qui approuve le fonds de stabilité. 2, la présentation de la supervision bancaire européenne aujourd'hui à Bruxelles. Et 3, cette fusion en préparation, en négociation entre EADS et British Aerospace, oui, évidemment, qui fera un groupe 50% plus important, un groupe européen, franco-britannico-allemand, 50% plus important que Boeing. Donc c'est une force de frappe absolument considérable qui est peut-être se met en place actuellement en Europe. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde, regardez, c'est le tour de l'info de Mounir Soussi. Recruter 4500 personnes à la Poste, une idée pour apaiser le malaise au sein de l'entreprise publique. Il y a 6 mois, 2 cadres se sont suicidés sur leur lieu de travail. Dans son rapport, l'ancien syndicaliste Jean Caspar appelle à une embauche massive pour atténuer les bouleversements sociaux engendrés par la réorganisation de la Poste. Une proposition qui ne va pas faire plaisir au ministère du Budget, alors que le gouvernement cherche à réduire le nombre de fonctionnaires. 2 ministres pour clarifier la situation. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se sont rendus en Roumanie pour aborder le dossier Rome. Après le démantèlement de camps en France, le ministre de l'Intérieur est venu expliquer sa démarche. La France assume la politique qu'elle engage déjà depuis plusieurs semaines concernant le démantèlement des camps illicites, des reconduites à la frontière, qu'elles soient forcées ou aidées, la lutte contre les réseaux criminels et l'exploitation des êtres humains, mais aussi évidemment une politique d'insertion quand cela est possible. Jour d'élections législatives aujourd'hui aux Pays-Bas. Après la chute du précédent gouvernement sur la question du déficit, la campagne a essentiellement tourné autour de la crise et des questions européennes. Il s'agit avant tout de tenir le cap. Tenir le cap pour rendre les Pays-Bas plus forts et sortir de cette crise renforcée. Et c'est en cela qu'il y a un vrai choix à faire dans cette élection. Selon les estimations, les libéraux et les travaillistes devraient constituer une coalition, laissant de côté les extrêmes. Une proposition pas satisfaisante. Voilà comment le gouvernement répond à la demande de hausse de 1% du prix du gaz formulée par GDF Suez. Déjà cet été, les tarifs avaient augmenté de 2% et le Premier ministre s'était engagé à ce que les prix ne progressent pas plus vite que l'inflation. Des textes permettent aux distributeurs de réclamer des hausses alignées sur l'évolution de ses coûts d'approvisionnement. Le gouvernement pourrait engager un bras de fer avec le groupe. Pas facile d'être président, surtout quand les caisses sont vides. Dans le Canard enchaîné aujourd'hui, Potu imagine François Hollande réduit à mendier pour trouver les 30 milliards d'euros nécessaires pour atteindre ses objectifs budgétaires. Il va en falloir des pièces. Le débat d'éditorialiste du mercredi soir et ce soir nous évoquons l'actualité socialiste après de longues tractations et il faut bien le dire un accouchement un peu difficile. Le nom du successeur de Martine Aubry est désormais connu. Si tout se passe comme prévu, c'est Harlem Désir. Claude Veil, mes invités nous disent que c'est un garçon, tout à fait, qui s'installera après le congrès du 18 octobre à la tête du Parti socialiste. On en parle avec nos invités. Claude Veil du Nouvel Observateur, bonsoir. Bonsoir Sonia. Jean-François Aquili de France Inter, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Sonia, je crois, la première fois sur ce plateau. Oui. Avec nous et on accueille avec plaisir une première fois aussi la dessinatrice de presse Bess. Bonsoir. On est ravis d'accueillir une dessinatrice parce qu'il y en a peu. Comment ça se fait? C'est un métier de garçon? C'est un métier qui tend à se féminiser de plus en plus. Ah, bon, tout va bien, alors on est très heureux de vous accueillir. Allez, on va parler du PS version désir. L'accouchement fut difficile, il y a eu des complications, Claude Veil. La cuisine, comme d'habitude, je dirais. Ce qui s'est passé, bon, maintenant est assez bien connu.
Il y avait une volonté de se mettre tous d'accord, c'est les conditions idéales pour que tout le monde s'arrache les cheveux, puisque l'accord de 2010 changeait les règles du jeu. Il fallait mettre d'accord Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault et François Hollande dans la coulisse, qui officiellement n'intervient pas, mais qui naturellement suit les choses de très près. Ça, c'était relativement facile, parce qu'en réalité, le nom de Harlem Désir s'est assez vite dégagé. Martine Aubry a joué avec la candidature Cambadélis plutôt pour montrer ses muscles et montrer qu'on ne pouvait pas lui imposer ce qu'elle ne voulait pas. En fait, elle voulait, avoir un regard sur l'ensemble du dispositif, mais derrière, évidemment, c'est là que les choses se sont compliquées, parce que tous les cadres du gouvernement ont voulu pousser leur pion dans le nouveau système qui se met en place, et c'est là que les choses ont été compliquées, parce que c'est toujours très difficile de faire entrer, il y en a un qui disait cet après-midi dans Le Monde, de faire entrer un litre d'eau dans une bouteille de 75. Voilà, il y avait trop de candidats. Vous avez parlé des coulisses, Jean-François Aquili, c'est le choix s'est fait dans les coulisses. On lit justement cet article du Canard enchaîné, Hollande laisse monter le désir, il paraît que tout s'est joué avec un seul coup de fil. Pour imposer Harlem. C'est une histoire qui a duré plusieurs semaines. Déjà à La Rochelle, Martine Aubry avait organisé un pot avec la presse pour dire grosso modo au revoir, je m'en vais. Et on disait à l'époque, c'est elle qui décide. Soit c'est Martine, soit c'est Aubry. C'est une des deux en fait. Et Jean-Christophe Cambadélis, ce soir-là, confiait, il n'était pas très loin géographiquement d'Harlem Désir, à la question... Comment on se retrouve premier de la liste, en fait, c'est-à-dire en réalité, de fait, futur premier secrétaire. Il disait avec un petit sourire ravi, c'est un climat. Il se sentait déjà gagnant, finalement. Oui, ça s'est joué ensuite. Alors, le président de la République ne s'occupe pas du tout des affaires du parti. Donc, c'est ce qu'on avait entendu. Oui, c'est lui qui est à la manœuvre. Ce qui s'est produit, en réalité, c'est que le clan des Hollandais, c'est-à-dire des fidèles, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, et certains ministres ralliés, ont mis la pression, si l'on peut dire, sur la première secrétaire pour dire nous voulons Harlem Désir. C'est-à-dire que le candidat, grosso modo, le plus compatible avec François Hollande, de façon à ce que les Hollandais, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu abscon tout ça, puissent vraiment s'installer dans le futur parti socialiste. Martine Aubry ne décide pas seule, elle a senti monter une forme de pression au fil des jours. Cambadélis était un peu son candidat. En fait, elle aurait aimé une nouvelle génération. Elle aurait aimé Guillaume Bachelet, qui se retrouve de fait numéro 2 du parti. Elle a fini par se plier un petit peu à ce mot d'ordre. Et elle a de guerre lasse choisi Harlem Désir. Vous avez dit Harlem Désir jugé plus consensuel, plus contrôlable aussi que Jean-Christophe Cambadélis. C'est un pape. On ne peut même pas appeler ça un pas de transition. Quelqu'un a parlé d'un leader minimo, c'est exactement ça. Ça a l'air désagréable pour Harlem Désir, pour qu'il perd ce nom. J'ai de l'amitié et de la sympathie. Mais naturellement, dans cette mise en place du quinquennat qui commence, les bonnes places, elles ont été prises. Et le Parti socialiste, c'est de la deuxième division. Aucun des membres importants de l'équipe Hollande ou des ministres, des personnalités qui comptent au sein du Parti socialiste ne voulaient y aller au parti. Ils voulaient tous être au gouvernement parce qu'ils voulaient marquer de leur empreinte dans le grand ministère, enclencher des réformes, etc. et se positionner comme des hommes d'État. La plupart, vous savez, dans le gouvernement, n'ont pas d'expérience gouvernementale, en tout cas au plus haut niveau. Donc ils voulaient marquer comme ça. Et donc le Parti socialiste, c'était un peu de la deuxième division. Et à partir de là, il fallait quelqu'un qui fasse pas trop d'ombre. Et Harlem Désir arranger au fond tout le monde, parce que c'est un garçon qui a suivi, comme vous le savez, il a suivi Lionel Jospin, il a suivi Bertrand Delanoë, il a suivi Martine Aubry au début, et c'est un garçon de compromis, que Jean-Marc Ayrault appelle un homme qui rassemble. Les mauvaises langues disent qu'il est expert S en langue de bois et communiqué. Mais il le reconnaît lui-même, il le reconnaît lui-même. Oui, donc c'est un PS Godillot. Je suis d'accord, non, écoutez, souvenez-vous l'UMP, sous Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand... en l'occurrence, il y en a eu d'autres, un premier secrétaire, secrétaire général de l'UMP. Il faut un parti en ordre de marche, il faut une courroie de transmission, que ce soit Harlem Désir ou un autre. Je pense même que Jean-Christophe Cambadélis aurait fait le job de la même façon. C'est pas un mauvais bouc, Harlem Désir. Il y a eu cette espèce il y a eu ce mauvais procès qui a été fait, comme quoi les deux avaient été... C'est votre cœur qui parle, là, mais c'est pas un mauvais... Mais moi, le problème que j'ai, j'ai pas forcément la même analyse que vous. Le problème que j'ai, c'est pas avec le choix des hommes. Harlem Désir est très bien, fait un très bon premier secrétaire. C'est la façon dont les choses sont passées, et surtout la façon dont le dispositif politico-institutionnel se met en place, pose une question de fond. C'est à quoi ça sert un parti socialiste ? À quoi ça sert un parti socialiste quand on est au gouvernement ? Le choix qui a été fait par Jean-Marc Ayrault et par François Hollande, c'est d'avoir un parti socialiste de confort. C'est-à-dire un parti socialiste dont on n'attend rien d'autre que qu'il fasse la claque, qu'il applaudisse à toutes les décisions du gouvernement, qu'il cogne sur l'opposition et qui montre
la solidarité. C'est le mot-clé, solidarité. Aujourd'hui, on a dit, c'est quelqu'un qui rassemble, il est solidaire, etc. Moi, je pense que le gouvernement s'est peut-être amputé par cette stratégie qui colle avec la ligne... La motion unique, la motion je veux voir qu'une tête, qui est quand même très étrange. Tout le monde sait que c'est artificiel. Quand vous avez sur la même motion Hamon et Valls, on voit bien que c'est un artifice. Personne, ils ne sont pas tous d'accord sur la ligne à suivre. Moi, je pense que, je termine, le Parti social, le gouvernement aurait probablement intérêt à avoir un Parti socialiste qui joue pleinement son rôle d'acteur citoyen, comme on dit à gauche, qui participe au débat, qui ouvre des débats, qui ait une véritable présence intellectuelle, civique sur la scène politique française. Ça, c'est votre désir, si je puis dire, peut-être pas la réalité. Je pense qu'un parti socialiste qui se contente d'être une courroie de transmission, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vous avez raison. J'ajoute une chose, souvenez-vous, 2011, la primaire socialiste, grand exercice. Ah, nous avons un dessin, je crois, qui arrive. Et oui. Aubry rassure, aucune urne n'a été bourrée lors de cette nomination. Et justement, nous dit Beth. Congrès de Reims, le désastre, les urnes bourrées, une élection truquée. 2011, la primaire socialiste, exemplaire, qui a été un exemple jalousé par la droite. Ils ont essayé de faire la même chose cette année, ça ne fonctionne pas de la même façon. Le Parti socialiste, l'année dernière, s'est ouvert à la démocratie, au débat assez libre. Ça a occulté toutes les antennes pendant des semaines, voire 2 ou 3 mois. Une année plus tard, on a une élection absolument soviétique, avec une liste unique, une motion unique, sans aucun débat, sans aucune discussion. C'est juste ridicule, à un moment de rentrée difficile pour un gouvernement, pour François Hollande, qui avait revendiqué le changement dès maintenant. Je pense qu'il y a dû y avoir un certain nombre de désillusions au sein des militants socialistes. Est-ce que c'est un poste ingrat, celui de premier secrétaire ? Une phrase, vous vous en souvenez évidemment, celle de Lionel Jospin, en février 88, qui avait dit « Au revoir, monsieur le premier secrétaire, bonjour l'action, bonjour la pensée », je crois. Oui, non, mais c'est le problème, des partis au pouvoir. Au fond, les socialistes ont repris le modèle UDR, RPR, estampillé Michel Debré, c'est-à-dire que le parti au pouvoir doit être forcément godillot. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Et je dirais même, pour aller jusqu'au bout de ma provocation à l'égard de mes camarades socialistes que j'aime bien, provoquez, allez-y, provoquez. Dieu sait que je n'aimais pas les idées qu'agitait Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Mais je reconnais que l'UMP, dans la dernière phase du sarkozysme, a été un acteur politique, a ouvert des débats, a provoqué des discussions nationales. Et je pense qu'un parti politique, dans une démocratie moderne, ça doit servir aussi à ça. Nous allons parler à présent du cas Ayrault. Jean-François Aquillet, est-ce qu'on peut dire le cas Ayrault? Est-ce qu'il y a un problème Ayrault parce qu'il est jugé trop effacé, ou est-ce que certains veulent faire croire qu'il y a un problème Ayrault peut-être pour mieux prendre sa place? C'est compliqué cette histoire parce que nous avons eu une présidence Nicolas Sarkozy avec un hyper-président et un Premier ministre qui aura tenu la distance, qui aura été très populaire parce qu'il était effacé, parce qu'il ne prenait aucun coup. Nous savons, les Français ont élu un nouveau président qui s'est promis d'être normal et de rétablir au fond un fonctionnement à peu près normal des institutions de la Ve République, avec un Premier ministre censé être à la manœuvre. Jean-Marc Ayrault est un garçon, somme toute très honnête, un grand élu local, un baron de province socialiste. Il est déjà jalousé, voire menacé par certains de ses ministres qui rêvent déjà de lui piquer sa place, ce qui est quand même pas terrible pour une rentrée politique d'un gouvernement qui est face à la crise. Je crois qu'il n'y a pas de problème Ayrault. Je crois que la farce du président normal qui rétablit les institutions de la Ve République, cette farce a vécu. François Hollande va redevenir ce qu'il doit être aujourd'hui. C'est le lot de tous les dirigeants des grands pays occidentaux, à savoir un président de plein exercice qui va prendre les coups de pleine façade, qui sera un hyper-président normal. Et le Premier ministre, au fond, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Dans une biographie à paraître, intitulée « L'inconnu » de Matignon, ça va paraître, je crois, début octobre, François Hollande dit ceci de son Premier ministre: parfois je le soupçonne d'aimer Nantes plus que tout, plus que Matignon. Je comprends qu'on aime Nantes, c'est une jolie ville, mais c'est vrai que Jean-Marc Ayrault n'est pas un flamboyant. C'est même, et l'analyse qui vient d'être faite est tout à fait exacte. Dans le quinquennat, le président jupitérien à la De Gaulle ou à la Mitterrand, c'est fini. Et le pli qu'a donné Sarkozy, c'est-à-dire je suis là, je suis en première ligne, c'est fait, c'est définitif. Plus aucun président ne pourra s'exonérer de la nécessité de montrer dans les temps difficiles qu'il est lui-même à la barre. À partir de là, la place du Premier ministre, elle est compliquée. En fait, c'est le secrétaire général du gouvernement, le Premier ministre. C'est le type qui doit faire tourner la machine. Et on n'attend pas de lui qu'il s'expose ou qu'il sorte 3 idées par jour. Je pense que dans les temps qui viennent, le pari de Hollande, il sait bien qu'il n'a pas un Premier ministre qui va faire des claquettes tous les jours. Son pari, c'est que dans les temps qui viennent, on a besoin d'un type costaud, granitique, breton. Et donc, vous savez pourquoi Bess se gratte la tête? Parce qu'il est très compliqué à dessiner, à caricaturer, je crois, Jean-Marc Ayrault. On dit qu'il est tellement discret que c'est compliqué à saisir.
Non? Ces traits sont compliqués à saisir? Il est trop bel homme. Ah, voilà, Eh ben voilà. Premier ministre, premier secrétaire, 2 courroies de transmission et un président de la République en première ligne, ça va être ça le scénario. Il ne faut pas chercher à comprendre. La seule difficulté pour Jean-Marc Ayrault, c'est de réfréner un peu les ardeurs de ces ministres en pointe qui rêvent déjà de lui piquer sa place dans 2 ans. Messieurs, je vais vous faire réagir comme chaque mercredi à notre revue de presse de vos hebdos à retrouver demain dans les kiosques. On va commencer bien par Le Point qui titre sur le scandale caché. Alors de quoi s'agit-il? Regardez, ce sont des dépenses des collectivités locales, celles au cœur du millefeuille français, décrit Le Point. Selon le député René Dosière, ces dépenses auraient explosé. Les collectivités municipales coûtent chaque année près de 143 milliards d'euros contribuables. Vous me regardez avec des gros yeux. Non, je ne regarde pas avec des gros yeux, j'ai lu le bouquin et je pense que ça aurait été une bonne idée de nommer Dosière ministre de la Réforme administrative. C'est une proposition. J'ajoute que ça aurait été aussi une bonne idée d'en finir avec le millefeuille. On enlève un étage, on supprime les départements. Alors, l'Express à présent qui présente une sur le palmarès des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Dossier très complet avec un comparatif extrêmement détaillé. Le Nouvel Observateur, vous m'avez gentiment apporté, Claude Veil. On lutte à notre façon contre les déficits. Qui place à sa une le livre choc de 2 grands médecins. Il s'agit de Philippe Evin et Bernard Debré. Dans ce livre, ils passent au crible plus de 4000 médicaments. C'est un constat édifiant. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas un médicament, mais un spécial vin. Non. Aussi à découvrir. Voilà pour le Nouvel Observateur. Juste un mot sur les unes des magazines, c'est bien, moi ça me donne envie de les lire. On en a fini avec la vague de Hollande bashing de la fin de l'été. Jusqu'à la prochaine fois. Ça revient Jusqu'à la prochaine vague. Vous reviendrez nous en parler alors. Avec joie. Merci beaucoup messieurs. Merci Bess. Continuez votre dessin. Restez avec nous. Continuez. On va parler d'un tout autre sujet qui a fait l'actualité évidemment aujourd'hui. L'émotion est très grande aux États-Unis après la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur à Benghazi. Barack Obama condamne fermement cette attaque, mais exclut de rompre les liens avec la Libye. À l'origine des violences, un film décrivant l'islam comme un cancer. La vidéo a aussi mis le feu aux poudres en Égypte. Manifestation également en Tunisie devant l'ambassade américaine. On voit les faits avec Simon Barbary. 4 morts, 4 fonctionnaires tués dans l'attaque du consulat américain à Benghazi. Parmi eux, l'ambassadeur des États-Unis, John Christopher Stevens. Une attaque à la roquette sanglante qui fait suite à la diffusion d'un film, Innocence of Muslims. Des acteurs approximatifs, des décors à la limite du risible. Le scénario est confus, mais surtout nauséabond. Le long métrage est produit et réalisé par le promoteur immobilier israélo-américain Sam Bassil. Le film est aussi défendu par le tristement célèbre pasteur américain Terry Jones, qui s'était distingué l'année dernière en brûlant des exemplaires du Coran. Le long métrage Innocence of Muslims présente les musulmans comme immoraux et gratuitement violents. Le prophète Mahomet y est tourné en dérision, l'islam décrite comme un cancer. Des extraits diffusés sur Internet et certaines chaînes privées ont mis le feu aux poudres. En Iran, en Afghanistan ou encore à Tunis, on condamne fermement ce film qualifié d'insultant. Au Caire, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade des États-Unis. Comme une réponse à ce film jugé anti-islam, les manifestants remplacent le drapeau américain par un étendard islamique. Barack Obama condamne aujourd'hui ces attaques, mais assure que ces actes ne rompront pas les liens avec la Libye. Et pour évoquer cette actualité, notre invité, Jean-Paul Chagnollo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques et directeur de l'IREMO. Alors, beaucoup de réactions après cette attaque. Déjà, est-ce que, à l'origine de cet attentat, il y a cette vidéo, ce film, ou alors, comme le pensent d'autres experts, c'est prémédité et c'est la conséquence de la mort du numéro 2 d'Al-Qaïda il y a quelques jours? Oui, c'est une thèse qu'on peut lire dans pas mal d'endroits, notamment dans le New York Times aujourd'hui, qui explique effectivement que c'est quelque chose enfin, on cherchait un prétexte et on a trouvé celui-là. Aujourd'hui, personne ne peut répondre véritablement à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le film dont vous parlez, et dont on a tous vu quelques extraits, est une provocation assez terrible. Et ce qui est inquiétant, c'est aussi le fait que c'est un film qui s'appuie sur des courants importants aux États-Unis. Enfin, il y a vraiment une extrême droite très islamophobe aux États-Unis. Mais bon, en même temps, je crois que le jeu salafiste qu'on a vu à Benghazi est gravissime. Et il est possible, effectivement, que ce soit prémédité. Mais aujourd'hui, ce soir, personne ne peut répondre à cette question sérieusement. Oui, c'est une attaque à la roquette du consulat américain à Benghazi. On le savait, mais c'est confirmé. Les armes lourdes circulent et aux mains de tout le monde. Ça, c'est pas nouveau. Je crois que ce qui s'est passé pendant toute cette guerre en Libye fait que beaucoup de milices ont conservé des armes. Et là, on en a la preuve. Et c'est très préoccupant parce que
évidemment, on fait toujours le lien entre ce qui s'est passé en Libye avec les conséquences qu'on a aujourd'hui, qui sont même tragiques. Il y a la mort de 4 personnes, il y a la mort, plus que ça, parce qu'il y a aussi des... On parle des trois fonctionnaires américains, de l'ambassadeur Stevens, mais il y a aussi des agents de sécurité libyens qui sont morts dans cette affaire. Donc c'est gravissime, évidemment, et ça doit être condamné. Mais en même temps, on fait le lien avec ce qui se passe en Syrie, et du coup, ça ne peut pas quelque part peser sur des choix politiques qu'on pourrait faire sur la Syrie. Et je pense évidemment à cette question lancinante de faut-il envoyer des armes en Syrie. Donc les choses sont évidemment liées. Et s'il y avait ici ou là, j'en sais rien, des velléités de penser à envoyer des armes aux rebelles, eh bien il est évident que là on a une preuve terrible du fait que si on disperse des armes, eh bien des milices les conserveront et en feront n'importe quoi, et en particulier tuer des Occidentaux et l'ambassadeur américain de Benghazi. Donc tout ceci est très compliqué et vient encore polluer une situation qui est déjà extrêmement difficile. Et on sent surtout partout au Moyen-Orient, mais aussi, j'y reviendrai si vous voulez, sur les États-Unis, mais une situation de très grande sensibilité. Moi, j'ai passé une partie de ces dernières semaines au Moyen-Orient et une partie de ces dernières semaines aussi aux États-Unis, et de manière radicalement différente, on sent des tensions. En Égypte, par exemple, on sent bien des tensions multiples. Manifestations qui se poursuivent encore ce soir. Mais en Tunisie également, manifestations bien tout à l'heure sûr, parce devant qu'il y a des l'ambassade. malaises profonds. Nous sommes dans des sociétés qui sont en pleine crise. Il y a une révolution qui a commencé. Nous sommes dans des transitions complexes, avec énormément de contradictions, avec des forces politiques qui vont dans un sens et dans l'autre. Enfin, c'est vraiment des choses, en Égypte en particulier, en Tunisie aussi, maintenant, il y a des difficultés qu'il n'y avait peut-être pas il y a encore 2-3 mois. Et sur un autre plan radicalement différent, aux États-Unis, il faut bien voir quand même qu'il y a une extrême droite, petit parti, et pas seulement, dans une campagne électorale en plus. Justement. Donc ça vient en effervescence. Moi, j'ai vu des déclarations, et j'ai entendu des déclarations de gens de droite autour de Mitt Romney, d'ailleurs, qui a fait une déclaration aujourd'hui très maladroite, parce que très violente. Et on sent bien que de part et d'autre, il y a ces situations très, très délicates. J'ai lu ici ou là que ça peut être un tournant dans la campagne américaine. Vous le pensez ? Écoutez, la campagne américaine est très tendue, je crois. Il y a pour l'instant, d'après les sondages, mais c'est compliqué parce qu'évidemment ça joue par État, ça ne se joue pas au niveau national, un avantage pour Barack Obama. Mais moi, ce qui m'a frappé pendant les quelques semaines où j'étais là-bas, c'était la violence des attaques contre Obama. Il y a des best-sellers qui sont repris par CNN et par les principales chaînes de télé contre Obama. Et d'ailleurs, on a bien vu que Romney, aussitôt, a sauté sur cette affaire pour faire une déclaration violente Obama, et, à mon avis, maladroite. À l'instant, justement, condamne les propos de Romney en disant qu'il tire d'abord puis vise ensuite. Bon. Oui, voilà, je crois que c'est un peu comme lorsque Clint Eastwood est venu faire sa déclaration et Barack Obama a répondu, vous vous souvenez, de manière remarquable. La place est prise. La place est prise, puisque Clint Eastwood parlait à une chaise vide. Et je crois que Romney, ça montre aussi la difficulté qu'il a aujourd'hui. Mais en même temps, il est soutenu par des forces importantes. Et vraiment, moi, ce qui m'a frappé, c'est la violence de la campagne là-bas. Je voudrais qu'on termine aussi sur Israël, parce qu'évidemment, elle a un regard particulier sur cette région du monde. On a vu les dernières déclarations sur l'Iran. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, selon vous, tout ce qui est en train de se passer? Vous savez, je crois que ce n'est pas un événement, aussi tragique soit-il, qui va changer la donne géopolitique. Je ne crois pas. Je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, demain, après-demain, et puis après. Non, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact sur les grands équilibres géopolitiques et sur les grandes décisions géopolitiques qui vont advenir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnollo, d'avoir été notre invité. Merci pour votre analyse. Et puis, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée sur Public Sénat. Je vous dis à demain, avec plaisir. La femme a un message de femme à apporter. Moi, j'avoue que quand je vois quelque chose qui me fait pleurer, bien j'ose pleurer. Je suis quelqu'un de sensible. Je ne veux pas devenir un homme manqué dans la politique. C'est ça que je veux apporter au monde politique.
Elle voulait faire de la politique à sa façon. Et c'est vrai que Roselyne Bachelot s'est souvent illustrée par son style, sa liberté de ton, voire ses gaffes, diront certains. Aujourd'hui, alors qu'elle quitte la scène politique, quel bilan tire-t-elle? Était-elle si libre que ça? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex-ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Hélène Risser. On vous rencontre aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Vous avez quitté la scène politique, vous n'avez plus de mandat. Bientôt, vous ne parlerez plus en tant que femme politique. Vous entamez une nouvelle vie d'animatrice télé. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est, on va dire, la vie d'avant. Et puisque vous pouvez encore dire sur la vie politique... Plein de choses. Plein de choses, et bien tant mieux. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer d'abord, en un mot, de la vie politique ? J'ai pensé à cette reconversion depuis très longtemps, je m'y suis préparée et je dois dire que pas grand-chose ne va me manquer de cette vie politique parce que je vais demeurer une citoyenne qui s'intéresse, qui parle, etc., même si je n'aurai plus de responsabilité dans un parti politique. Je vais regarder ça avec beaucoup de liberté parce que justement c'est ça que je vais retrouver et qui me manquait dans la vie précédente, cette liberté, cette capacité d'expression, et ce que je retrouve me plaît plus que ce que j'ai perdu. Et alors, qu'est-ce que vous allez le moins regretter ? Ce que je vais le moins regretter, c'est le fait d'avoir toujours des gens qui décident de ma vie, y compris de ma vie personnelle. Vous êtes entouré par des gens extrêmement dévoués, mais qui vous organisent, vous surveillent. On a quelquefois l'impression d'être un vase posé sur une étagère. Qu'on prend... D'accord, les collaborateurs, les attachés de presse, les conseillers. Exactement. D'accord, alors moi je pensais que vous alliez dire... que vous ne regretteriez pas l'ambiance à l'UMP, Monsieur Guénaud, Madame Dati, parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression depuis la sortie de votre livre que vos relations avec certains s'étaient un peu tendues, hein, ce livre à feu et à sang. Beau succès de librairie dans lequel vous expliquez les causes, selon vous, de la défaite de Nicolas Sarkozy, à savoir une ligne politique, la droitisation, et un trio de conseillers, parmi lesquels Henri Guénaud. Ah non, il n'est pas dans le trio de conseillers, Henri Guénaud. Mais il s'est senti visé, en tout cas. Oui, mais enfin, il a eu tort, puisqu'il n'est pas dans le trio. Parce que c'est vrai, quand on l'entendait à la télé, on avait l'impression que c'était lui. Oui, puis il y avait effectivement Emmanuel Mignon et d'autres. Alors lui, on dirait que c'est senti visé par cette critique. Et justement, je vais vous montrer un extrait commenté par le journaliste Michael Darmon. Je me souviens des démonstrations d'affection de Madame Bachelot pendant des années. Donc je ne commente pas un livre d'une telle vulgarité de pensée, d'attitude, de comportement. Et vous savez, les auteurs, ils ressemblent souvent à leurs livres. Voilà, c'est d'une profonde vulgarité. Parce que quand on a fait des pieds et des mains pendant 5 ans pour être ministre et pour rester ministre, eh bien, on a un peu de dignité à la fin et on se sent un peu solidaire de ce qui s'est passé. Madame Bachelot avait brouillé d'ailleurs les médecins, je vous demande de poser la question aux médecins. Nicolas Sarkozy avait souhaité la sortir du gouvernement à ce moment-là. Elle a supplié François Fillon pour y rester. C'est comme ça qu'elle y est restée. Il lui a enlevé la compétence de la santé. Donc je trouve que c'est pas très joli ce livre contre le président qui l'a nommé du fait du prince. Ce qu'on voit bien, c'est que là, on voit bien une équipe qui règle ses comptes. De manière plus générale, ça montre bien que cette personnalité un peu hors norme quand même de Roselyne Bachelot a toujours eu du mal à s'insérer dans les codes et les codifications de la politique. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une héritière. Et que, au fond, seuls les héritiers en politique ont la capacité de prendre de la distance et de s'affranchir de certains codes et de certaines postures et de ce qu'il faut savoir faire, alors que ceux qui ne sont pas de ce monde-là épousent complètement les manières d'être. D'accord, donc héritière, parce qu'effectivement son père lui a permis d'accéder à la politique, de récupérer un siège, et donc tout ça a marqué toute sa carrière, parce que c'était il y a longtemps. Elle a une carrière effectivement politique conséquente, qui n'est pas factice, qui n'est pas fictive, mais qui ne s'est pas faite dans des combats acharnés. Et cette manière d'être lui donne cette distance qui fait que parfois elle dit ce qu'elle veut, elle agit voilà, comme elle l'entend. D'accord, donc ce qui passe pas, c'est la manière dont elle a pu jouer avec les codes de la politique et parfois se mettre à distance pour mieux revenir après. Oui, parce qu'elle est protégée, parce que François Fillon est là. Parce que, héritière et protégée. Héritière et protégée par un ami, un vrai ami en politique, j'imagine également avec des liens personnels, mais aussi un vrai ami en politique qui l'a accompagnée, l'a protégée et a fait en sorte que durant tout son parcours, elle soit là également. Lorsque, le dernier remaniement où effectivement elle est à 2 doigts de sortir,
et c'est vrai, elle est à 2 doigts de sortir parce que Nicolas Sarkozy ne veut plus en entendre parler, François Fillon en fait un casus belli. Et c'est Xavier Bertrand qui lui offre un secrétariat d'État où elle est censée lancer une réforme de la dépendance dont tout le monde explique le soir même de la formation du gouvernement en coulisses que de toute façon ça ne se fera pas et c'est la raison pour laquelle elle a été nommée. Donc effectivement on entend parler Sarkozy d'une commission puis après on apprend que ça ne sera pas pour ce quinquennat. Voilà, vous avez réagi en disant un pas secrétariat d'État, ministre, sur la Non, il y a une série d'erreurs factuelles qui m'étonnent de la part d'un journaliste aussi bien informé que Michael Darmon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fond. C'est un dégoulinage de machisme absolument incroyable. Héritière. Héritière, enfin, j'ai été élue, j'ai mené des campagnes, les électeurs, à ce que je sache, ne sont pas manipulés. Mon premier combat politique, je l'ai mené en me présentant dans un canton détenu par la gauche et par une personnalité de gauche où on pensait que j'avais aucune chance. Et j'ai gagné. Donc, vous voyez, c'est tout à fait incroyable. Une femme, de toute façon, procède d'un homme. Je procède de mon père, je procède de François Fillon. C'est très intéressant, les discussions des uns et des autres. Oui, mais alors ce qu'il dit, en fait, c'est pas pour vous accuser, parce qu'il dit que vous avez eu une carrière plusieurs fois ministre, etc. Il ne nie pas votre parcours du tout. Hein. Lui, il le dit dans le sens où le fait que vous ayez été initié, on peut le dire quand même, à la vie politique par votre père, vous êtes rentré en politique comme... On a toujours un père en politique. Voilà. Un père biologique ou un père spirituel. Voilà, vous c'était, on va dire, père biologique voilà. et spirituel. Voilà, exactement. Qui était le même, et ben ça vous a donné une liberté, dit-il, vis-à-vis des codes de la politique par rapport à des gens comme Rachida Dati qu'on a vu, qui elle a dû faire des pieds et des mains, on imagine, pour rentrer dans ce monde, et il dit, vous avez cette liberté de vous affranchir des codes, et c'est comme ça qu'il explique votre liberté de ton. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de rentrer en politique, je dirais par le bas, en gravissant les échelons, où tout d'un coup, il y a un choix qui est fait. Moi, j'aime pas beaucoup le choix du prince, parce que moi, je pense que Rachida Dati a été choisie pour des qualités. D'abord, je ne lui fais pas ce procès-là. Sans doute, j'ai parlé d'erreur de casting, parce que justement, je pense qu'il faut mieux... Oui, dans votre livre, et c'est peut-être pour ça qu'elle voilà. est contente. Oui, mais visiblement, elle aussi n'a pas lu mon livre. Je pense qu'on est plus fort en politique en commençant par le bas de la politique, en gravissant les échelons les uns à la suite des autres. Et ce n'est pas le fait d'être une héritière en politique qui m'a donné cette force. C'est, je pense, d'avoir franchi les échelons les uns après les autres. Oui. Mon père m'avait dit d'ailleurs, c'est quand même curieux de se voir reprocher son père alors que j'ai 65 ans et qu'il y a 40 ans que je fais de la politique, c'est rafraîchissant. Mon père m'avait dit, on te reprochera toujours d'être ma fille. Donc commence par quelque chose de difficile, et c'est ce que j'ai fait. Là, il parle aussi de la liberté de ton, notamment pour écrire ce livre qui a fait grincer des dents. C'était avant l'été. Entre-temps, l'été a passé. Vous avez dû peut-être réfléchir. Vous êtes parti en vacances. Vous avez pris du recul. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, notamment dans ce qui s'est passé, les conséquences, les réactions, voire dans votre livre en lui-même, hein, dans cette démarche? Non, parce que je ne suis pas décérébrée. Donc ce livre, je l'ai évidemment écrit et voulu et ressenti. Je pense que j'ai posé un jalon dans le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bilan extrêmement flatteur. Je pense que vous avez lu le livre. J'ai lu le livre et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses positives, effectivement. Par contre, en tant que femme politique, j'ai exprimé des réserves sur les lignes politiques qui avaient été prises au moment de la campagne électorale. Et c'est pour ça que des reproches qui me disent pourquoi n'est-elle pas partie, mais la campagne électorale, elle s'est décidée. Nicolas Sarkozy est rentré dans l'arène début février, 2 mois avant l'élection elle-même. Voilà, vous ne pouvez pas être sûr qu'il aurait cette ligne droitière avant. Voilà, et je dirais même que tout dans la politique qu'il avait menée, et en particulier dans la politique sociale dont j'avais la charge, était aux antipodes des choix politiques qu'il a fait ensuite. Sur ce qu'il dit, pour terminer, il dit quand même que chez vous, il y a le côté pas conventionnel, le livre, le côté conventionnel, quand même, avoir voulu rester ministre jusqu'au bout, quitte à être chargé d'une loi sur la dépendance qui n'a jamais vu le jour, qui a été mort-née, en fait. Oui, vous aviez quand même je trouve d'abord que, avec beaucoup d'arrogance, Michael Darmon, secrétaire d'État, on lui donne une réforme auquel on n'a jamais cru. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis.
Nicolas Sarkozy voulait absolument faire cette réforme, François Fillon aussi. On a travaillé, d'ailleurs il l'a dit publiquement qu'il voulait mener cette réforme. Après il a dit il n'y a plus d'argent. Et il dit effectivement, à un moment où on est dans une très grande difficulté, on ne peut pas faire les attendus les plus forts de la réforme, mais en même temps, on continue à poser des jalons et à prendre des mesures extrêmement importantes pour la prise en charge des personnes âgées. Alors, il y a quand même eu un scoop, enfin du moins de notre point de vue, en écoutant tout ça et puis dans ce que dit Michaël Darmon, c'est qu'il dit voilà, vous êtes vraiment amis avec François Fillon et donc le scoop ce serait que l'amitié en politique ça existe vraiment. Vous pouvez nous donner la recette, nous expliquer Je crois que l'amitié elle est fondée sur la liberté de l'un et de l'autre. François Fillon n'est pas quelqu'un qui essaie de manipuler les gens ou de les instrumentaliser. Jamais. Il ne raisonne pas en disant je te confie un poste, tu me dois quelque chose. Il n'a pas du tout cette conception de l'État. Et c'est sans doute ce qui a permis à une femme comme moi et à un homme comme lui de rester amis dans les vicissitudes de la vie politique. L'amitié de François Fillon, c'est quelque chose de rare et j'en mesure le prix. Donc là, vous dites ce qui, chez François Fillon, a permis à cette amitié de durer et vous, de votre côté, vous lui avez apporté quoi ?